Chers auditeurs, bonjour, bienvenue à ce nouvel épisode du Balado L'État du monde. Toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon à Montréal. Ça va bien? Très bien, mon cher, toi? Super, merci. Oui. Écoute, aujourd'hui, on a deux parties. Dans la deuxième partie, c'est une discussion avec les auteurs du texte Corim de la semaine, une discussion très intéressante sur la, un peu qui va à contre-courant de ce qui a été dit sur les tarifs imposés par les États-Unis à peu près l'ensemble de la planète, que ça allait, que c'était stupide, que ça allait détruire l'économie américaine. Donc, on aura de la part de deux économistes un autre son de cloche. Donc, ce sera pour la deuxième partie. Mais dans la première partie, ben, on va discuter du gros sujet de la semaine. Je sais qu'on revient souvent sur ce sujet-là, c'est la question de l'Ukraine. Mais là, Donald Trump est allé de l'avant à nouveau avec des nouvelles propositions d'un nouveau plan de paix en 28 points. Dans une large mesure, c'est un rappel là, des éléments qui avaient déjà été évoqués au cours des derniers mois, mais il y a des trucs un petit peu plus novateurs, un petit peu plus nouveaux sur lesquels on devrait s'interroger, qui méritent notre intérêt. Et puis bon, ça a été proposé par Trump, puis évidemment, du côté de l'Europe, ça a été, et du côté du Canada aussi, c'est un plan de paix qui a été rejeté, comme les autres plans de paix dans le passé. Donc, écoutez, si vous le voulez bien, il y a 28 points. Je vais les évoquer. On ne va pas discuter en détail de tous les points parce qu'on en aurait pour la journée. Donc, on va simplement s'arrêter sur trois ou quatre points qui sont davantage importants. Donc, suivez-nous. Je commence à l'instant l'élaboration des points du plan de paix. Donc, le premier point, ben, c'est la souveraineté de l'Ukraine est confirmée. Bon, ben, ça veut dire que l'Ukraine va continuer à exister. Voilà. Essentiellement, c'est ça que le point dit. Le point 2, c'est un accord global de non-agression sera conclu entre la Russie, l'Ukraine et l'Europe. Donc, toutes les ambiguïtés laissées en suspens ces 30 dernières années seront considérées comme résolues. Ça, je pense que c'est un point fondamental, surtout pour Vladimir Poutine, parce que pour lui, depuis 99, depuis 2001, puis on se souviendra de son fameux discours à Munich en 2007, c'est un irritant fondamental pour lui, le fait que les États-Unis aient imposé des normes à l'ensemble de la planète, mais que les États-Unis ne respectent pas ces mêmes normes-là, qu'il y a eu des extensions toujours de plus en plus vers l'est de l'OTAN. C'est dit, c'est répété depuis 25 ans par la Russie. C'est un irritant fondamental. Et puis le point 2 vise justement là, à régler toutes ces questions-là, à enlever toutes les ambiguïtés qui pourraient rester. Donc, ça, je pense qu'on pourrait dire que c'est un élément sur lequel le Kremlin a véritablement insisté pour que ça fasse partie de l'accord. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose? Non, 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 ça va. OK. 3. Il est attendu que la Russie n'envahira pas les pays voisins et que l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, ne s'étendra pas davantage. Donc, le deuxième point de ce Troisième. troisième point-là fait référence là, à ce que je viens de dire par rapport au point 2. Point 4. Un dialogue sera mené entre la Russie et l'OTAN sous la médiation des États-Unis afin de résoudre toutes les questions liées à la sécurité et de créer les conditions d'une désescalade. Euh, donc, selon le Hum. Financial Times, l'objectif fixé est par ailleurs de garantir la sécurité mondiale et d'accroître les possibilités de coopération et de développement économique futur. Un peu Point. ambigu cette formulation-là, parce que ça dit euh, la Russie et l'Europe, si je me souviens bien, euh, La Russie et vont l'OTAN, sous la coopérer et médiation. dialoguer. Oh, très bien. La Russie et l'OTAN sous la médiation des États-Unis. On semble oublier que les États-Unis sont membres de l'OTAN et dominent l'OTAN. Donc, c'est une drôle de formulation. C'est comme si les États-Unis étaient soudainement devenus neutres et n'appartenaient plus à À l'OTAN. l'OTAN, oui, Alors, je ne sais pas si c'est une traduction, c'est la traduction qui a fait ça, c'est mais en possible. tout cas, on verra ça plus tard. Oui. Point 5. L'Ukraine recevra des garanties de sécurité fiables.
Qu'est-ce que ça veut Alors ça, dire? Là, ça veut rien dire, là. c'est ça. Ça, Donc, le diable se cache dans les et détails, hein? ça va être Euh, drôlement difficile à négocier, Oui, cette parce que affaire-là. vous allez voir, il y a d'autres points que je vais Ouais. énumérer qui essentiellement laissent sous-entendre que l'Ukraine n'aura pas ben de grosses garanties Ouais. de sécurité. Donc, le point 6, les forces armées ukrainiennes seront limitées à 600 000 militaires. Je pense qu'à l'heure actuelle, écoute, C'est je peut-être près dois d'un vérifier, million. à peu près d'1 million Ouais. de soldats mobilisés. Donc, c'est quand même une diminution assez Ouais. significative. Ouais. Point numéro 7, très important celui-ci. L'Ukraine accepte d'inscrire dans sa constitution qu'elle ne rejoindra pas l'OTAN et l'OTAN accepte d'inclure dans ses statuts une disposition spécifiant que l'Ukraine ne sera pas intégrée à l'avenir. Mhm. Je vais te laisser en Ben, parler. écoute, si évidemment le plan de paix est accepté tel quel, j'imagine que Zelensky n'aura pas le choix de demander à la législature de changer la Constitution. Je ne suis pas certain que ça doit passer par un référendum, mais en tout cas, ce sera le travail du gouvernement de Zelensky d'inscrire ça dans la Constitution. Pour ce qui est de l'OTAN, là, c'est une toute autre affaire, parce que est-ce que vous intégrez ça dans la charte de l'OTAN, qui est un traité ratifié par l'ensemble des 32 pays? Donc, si vous commencez le processus de ratification, vous pouvez avoir un pays Ah oui. qui bloque la chose. Alors, j'ai parfois l'impression que quand j'ai lu les 28 éléments, j'ai parfois l'impression que certains ont été introduits pour mieux être rejetés par Poutine, pour dire, regardez comme j'ai un grand cœur, finalement, je vais renoncer à cette demande-là. Mais là encore, on Oui, verra la oui. suite des choses. Mais ça, vous voyez, garantie de sécurité fiable, ben, si l'Ukraine ne fait pas partie de l'OTAN, Ah, ben, c'est déjà, c'est ça. pour la Russie, c'est une garantie, Ah oui, c'est sûr, mais mais pour l'Ukraine, c'est pas une garantie de et sécurité, non, hein, parce que c'est ça, c'est sûr. si l'Ukraine se fait attaquer à nouveau, le reste des pays membres de l'OTAN n'ont pas l'obligation d'activer L'article l'article, 5. l'article 5 et d'attaquer la Russie. 8, l'OTAN accepte de ne pas stationner de troupes en Ukraine. Bon, ben encore une fois, pour les garanties de sécurité, Oui, s'il oui, n'y a pas de troupes occidentales en Ukraine, puis les Russes repassent à l'offensive, il y a pas grand, il y a pas grand, il va y avoir 600 000 soldats ukrainiens qui vont être en mesure de potentiellement stopper une avancée russe. Point 9, des avions de combat européens seront basés en Pologne. Euh, Moi, je pense qu'à l'heure actuelle, c'est déjà le cas, ben oui. de toute façon. Le fait que la Pologne soit membre de l'OTAN fait en sorte que ben, les pays de l'OTAN peuvent stationner des avions Ben oui. en Pologne, Et y mener des opérations, des exercices militaires des exercices à militaires. grande échelle aussi. Voilà. 10, les États-Unis recevront une compensation pour la garantie de sécurité. Combien, on ne le sait pas. Bref, ils vont recevoir une compensation. Mais on ne sait pas quelle est la garantie de sécurité en plus. En plus, si l'Ukraine envahit la Russie, elle perdra cette garantie. Si la Russie envahit l'Ukraine, outre une réponse militaire coordonnée et décisive, à Qu'est-ce que ça préciser, veut dire? toutes les sanctions mondiales seront rétablies, la reconnaissance du nouveau territoire et tous les autres avantages de cet accord seront révoqués. Si Ouais, l'Ukraine lance un missile sur Moscou ou Saint-Pétersbourg sans raison valable, la garantie de sécurité sera considérée comme nulle et non avenue. ouais. Voilà. Point 11. L'Ukraine est éligible à l'adhésion à l'Union européenne et bénéficiera d'un accès préférentiel à court terme au marché européen pendant que cette question sera à l'étude. Ça n'a jamais été un contentieux entre Non. l'Europe et la Russie. Non, en fait, moi, je pense que lorsqu'on y Poutine a pense, toujours dit que ça ne le dérangeait pas qu'il adhère à l'Union européenne. non, parce que, écoute, si on y pense, c'est sûr que si formellement l'Ukraine en venait à se joindre dans l'Union européenne, ça prendrait quelques années avant qu'il puisse être admis dans l'espace Schengen, comme ça avait été le cas avec la Roumanie et la Bulgarie. Bien sûr. Mais Ouais, on s'entend que si un jour l'Ukraine devient membre de l'espace Schengen, le pays va se vider encore plus ouais, qu'il s'est vidé au cours des dernières années, là, parce ouais. que ça Parce que ça, permettrait à n'importe quel citoyen ukrainien, qui serait aussi de facto citoyen européen, de pouvoir aller vivre, ouais. travailler dans n'importe quel des 27 autres pays membres de l'Union européenne.
L'intégration à l'Union européenne, c'est pas fait, là. Juste la politique agricole commune. Je Ça a vais des- voir tous les agriculteurs de Pologne, mais aussi de France, Mhm. tous ceux qui profitent de cette politique agricole commune, Qui vont monter aux dire barricades. non passaran, Ah oui. on veut pas ça. D'ailleurs, il y a déjà eu des Oui, oui, accrochages oui, en entre Pologne. l'Ukraine et la Pologne Oui. sur les produits agricoles ukrainiens. Ouais. Donc, c'est faire entrer. Il y a déjà beaucoup de problèmes dans la gestion interne de l'Union européenne entre les 27 pays membres, mais faire permettre à l'Ukraine d'adhérer à l'Union européenne pour les raisons que tu as évoquées, c'est ajouter une autre, euh, Une autre couche de une autre couche problèmes. de problèmes à une entité qui, ma foi, a déjà énormément de Ouais, problèmes. Fait que du côté de la Russie, là, Vladimir Poutine, il se dit là. ouais, Allez-y, très bonne initiative, ça va affaiblir ouais, encore plus l'Union européenne. ouais. Bref. Point 12, un important paquet mondial de mesures pour reconstruire l'Ukraine, incluant la création d'un fonds de développement pour l'Ukraine, la construction de ses infrastructures gazières, la réhabilitation des zones touchées par la guerre, le développement de nouvelles infrastructures et la reprise de l'extraction de minéraux et de ressources naturelles, le tout accompagné d'un programme de financement spécial élaboré par la Banque mondiale. Donc, c'est Un rebâtir classique, ça, un oui. classique. Pour 13, la Russie sera réintégrée dans l'économie mondiale avec des discussions prévues sur la levée des sanctions, la réintégration au sein du G8 et la conclusion d'un accord de coopération économique à long terme avec les États-Unis. Voilà. Euh, Ça a toujours été la fixation de Donald Trump. C'est un hmm, peu pour ça qu'il accepte cet accord, ce plan de paix. C'est qu'il veut rétablir les liens avec la Russie pour toutes sortes de raisons géopolitiques, bah oui. économiques, etc. Avoir accès aux terres rares, la Voilà. Russie en a énormément, mais on s'entend que du côté de l'Union européenne, c'est une pilule qui est impossible Ah, à qui va être avaler, très hein. dur. Parce que, si on se souviendra des déclarations de Bruno Le Maire à l'hiver Ouais, 2022, notre objectif, par le biais des sanctions, c'est de faire en sorte que l'économie russe c'est s'effondre. fort. Mais là, Ouais, c'est accepter d'avaler une grosse couleuvre là, de la part de tout l'Union à fait. européenne, de lever les sanctions. Point 14. Bon, ça, c'est très business de la part de Trump. Quelques 100 milliards de dollars d'actifs russes gelés seront investis dans les projets menés par les États-Unis pour reconstruire l'Ukraine et y investir, les États-Unis recevant 50 des bénéfices de l'initiative. L'Europe ajoutera 100 milliards de dollars afin d'augmenter le montant des investissements disponibles pour la reconstruction de l'Ukraine. Les fonds européens gelés seront débloqués et le reste des fonds russes gelés sera investi dans un véhicule d'investissement américano-russe séparé. Les Européens n'ont pas été consultés là-dessus, hein. Ça, c'est assez extraordinaire. Ouais. Mais ça, on en parlait la semaine dernière, les fonds russes gelés Oui, oui. en Belgique. La Ben, complexité de la l'affaire, hein. complexité, là, les États-Unis débarquent avec leurs gros sabots puis ils Oui, disent, bon, ben, oui, vous allez débloquer ça, puis oui. on va Puis, investir ça dans un puis certain, on en veut, nous. puis on va toucher 50 des retombées. C'est, c'est dément. C'est Ben oui, dément. ben bon. Point 15, un groupe de travail conjoint américano-russe sur les questions de sécurité sera créé afin de promouvoir et de garantir le respect de toutes les dispositions du présent accord. Ouais. Euh, un groupe de travail conjoint américano-russe, Ben pas, oui. pas, Pas d'Européens, américano. pas d'Ukrainiens. Non, non. Voilà. C'est Euh, épouvantable. 16, la Russie inscrira dans sa loi sa politique de non-agression envers l'Europe et l'Ukraine. Qu'est-ce que ça vaut sur papier, hein? Ouais, 17. Les États-Unis et la Russie conviendront de prolonger la validité des traités. Ça, c'est intéressant. ouais. Conviendront de prolonger la validité des traités sur la non-prolifération et le contrôle des armes nucléaires, y compris le traité START One. On en avait déjà discuté il y a Alors, quelques le semaines. traité START vient à échéance l'année prochaine. Donc, ils sont en négociation à savoir s'ils vont le renouveler, le prolonger, le renégocier. Mais ce qui m'intrigue dans la formulation de cette demande, c'est quels sont les autres traités sur le nucléaire. Il y avait ce qu'on appelle les traités, le traité sur les euromissiles, c'est-à-dire les missiles de courte et de moyenne portée, c'est-à-dire jusqu'à 500 kilomètres à peu Ouais. près, pardon, de 500 à 5000 kilomètres. Et tant la Russie que les États-Unis se sont retirés de ce traité il y a
il y a quelques années. C'est, Alors, c'est, est-ce que ça veut dire qu'ils veulent revenir en arrière, ça? c'était l'administration Bush, hein? Est-ce que c'est Bush qui Euh, s'était retiré non, de... non. Non? Bush s'est retiré du traité antimissile Ah oui, OK. en 2001. Le traité INF, comme on l'appelle, lui, à ma souvenance, les Américains s'en sont retirés il y a quelques années et les Russes ont suivi quelques mois plus tard. OK. C'était sous quelle administration? Trump 1? C'était peut-être Ou... sous Trump Oui, 1 ou sous d'accord. Biden OK. Euh, 19. euh, Oui, 18. L'Ukraine accepte de ne pas être un État doté de l'arme nucléaire conformément au traité sur la Oui, non-prolifération des ah, armes ça. nucléaires. Mais ça, bon, ils avaient déjà convenu Ah, de ça dans les années ben, ils ont signé 90. ils ont signé le traité de non-prolifération Ouais. nucléaire, donc ils peuvent pas. Point 19. La centrale nucléaire de Zaporijjia sera mise en service sous la supervision de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'électricité produite sera répartie à part égale entre la Russie et l'Ukraine. Donc, on doit rappeler que la centrale nucléaire de Zaporijjia, c'est la plus grande centrale nucléaire d'Europe. D'Europe. Ouais. Et les Russes, en passant, les Russes sont à 25 kilomètres seulement de Zaporijjia. Ils sont repartis à l'offensive dans cette région-là du Donbass au cours des derniers jours après avoir pris en étau les soldats ukrainiens dans la région de Pokrovsk. Mais Hmm. on peut en reparler lorsqu'on aura terminé de discuter des différents points. Point numéro 20. Les deux pays s'engagent à mettre en œuvre des programmes éducatifs dans les écoles et la société visant à promouvoir la compréhension et la tolérance mutuelle. 21. La Crimée, Louhansk et Donetsk seront des territoires reconnus, y compris par les États-Unis, comme de facto appartenant à la Russie. Kherson et Zaporijjia seront gelés le long de la ligne de front actuelle, ce qui signifiera une reconnaissance de facto le long de cette ligne. La Russie renoncera aux autres territoires qu'elle contrôle en dehors des 5 territoires. Les forces ukrainiennes se retireront de la partie de l'oblast de Donetsk qu'elle contrôle actuellement. Donc, à peu près 20 de l'oblast est encore contrôlé par l'Ukraine et qui sera ensuite utilisé pour créer une zone tampon. Donc, ça dit tout, hein? Alors moi, je ne suis pas juriste, mais il y a une différence entre de facto et de jure. De facto, Oui, c'est de reconnaître le fait. c'est De ça. jure, c'est lui accorder une reconnaissance C'est ça. pleine et entière, juridique, etc. Est-ce que les Russes ont reculé là-dessus? Je ne sais pas. On verra encore dans Écoute, les prochains jours. de toute façon, écoute, dans les faits, en Oui, matière de rhétorique, regarde, que ce soit de facto ou de juré, ça c'est ne change pas ça grand-chose. change. Et puis, de toute façon, je veux dire, la réalité des armes parle d'elle-même. Voilà. La Crimée, Euh, depuis c- 2014, la question est qu'est-ce- réglée. Puis ce Voilà, qui se passe en ce moment à Louhansk et à Donetsk, regarde, il n'y a absolument rien qui indique que l'armée ukrainienne va être en mesure de prendre militairement ces territoires-là. Au contraire, il semble être condamné jour après jour à perdre encore plus des kilomètres de ces territoires-là. Donc, c'est que ça soit reconnu officiellement ou non, dans les faits, ces voilà. territoires-là sont perdus. Point 22. Après avoir convenu des dispositions territoriales futures, la Fédération de Russie et l'Ukraine s'engagent à ne pas modifier ces dispositions par la force. Aucune garantie de sécurité ne s'appliquera en cas de violation de cet engagement. 23, la Russie n'empêchera pas l'Ukraine d'utiliser le fleuve, le Dnieper, à des fins commerciales et des accords seront conclus sur le libre transport des céréales à travers la mer Noire. Ça, Hmm. c'est hyper important pour l'économie Bien ukrainienne, sûr, hein. L'Ukraine, c'est ukrainienne. le grenier à blé de l'Europe et le Dniepr qui n'a pas été franchi, qui a été franchi en 2022 là, par les Ouais. Russes, mais dans la région de Kherson, puis ils l'ont franchi quelques mois plus tard. Donc, vous avez à certains endroits, vous avez les Russes qui sont littéralement, là, qui ont Ah les oui, pieds c'est dans c'est l'eau, face à face. Ouais. mais c'est uniquement dans le sud du pays. 24, un comité humanitaire sera créé pour régler les questions relatives aux échanges de prisonniers, la restitution des corps, au retour des otages et des détenus civils, et un programme de réunification familiale sera mis en œuvre. Point 25, l'Ukraine organisera des élections dans 100 jours. Ouais, Donc, c'est un peu. Mais faut, évidemment, c'est 100 jours après la signature. voilà, c'est ça. Où il va y OK. avoir signature, c'est le feu.
Ouais. Parce que l'argument de Zelensky, c'est on ne peut pas tenir des élections en ce moment alors que vous avez 1 million d'Ukrainiens engagés dans les forces armées. On ne va pas envoyer Et que le des, pays est bombardé. ben oui, c'est ça. C'est- Écoute, on va pas envoyer là, des scrutateurs dans les tranchées pour collecter les Non, bulletins de vote des soldats. Donc, c'est la raison de Zelensky depuis un peu moins de 2 ans pour laquelle ben, les élections qui devaient avoir lieu il y a un peu moins de 2 ans ne se sont pas tenues. Donc, s'il y a un voilà. accord de cessez-le-feu, ben là, cet argument-là tomberait, puis l'Ukraine aurait la possibilité là, de tenir des élections sur les territoires qu'elle contrôlerait. Et ces élections-là, non seulement pourrait renouveler ou non le mandat présidentiel de Zelensky, qui est déjà expiré, comme je l'ai expliqué, mais ça serait aussi, ces élections-là feraient aussi office de référendum sur l'accord de cessez-le-feu. Mhm. Donc, si vous avez un Ben, candidat pro-guerre qui se présente, et lui, il fait officiellement campagne sur le rejet de l'accord de cessez-le-feu, et puis il est élu président avec 50% plus un des voix, ben, là, je veux dire, c'est les Vox Populi, Vox Dei, les Ukrainiens auront parlé, puis l'accord de paix va être déchiré, puis mhm. ils vont retourner à la guerre. Alors qu'au contraire, si vous avez un candidat pro-paix qui remporte les élections, ben, ça règle aussi la Ouais, question, puis on pourra enfin savoir ce que pense réellement la population ukrainienne dans un cadre d'élections libres et démocratiques sur la situation à laquelle ils sont confrontés depuis presque quatre voilà, ans maintenant. voilà. Point 26. Ben écoute, c'est ça, dans mes captures d'écran, pour une raison que j'ignore, Ah, j'ai pas fait la capture d'écran des mais je points pense 26, 27, 28, mais c'est ça, je pense qu'on a fait le tour on a résumé les très grandes lignes. Ça va être un accord qui va être très difficile à négocier, mais d'autant plus que les Européens ont dit qu'ils voulaient le retoucher, sauf que Zelensky est prêt à négocier pour faire des Zelensky est prêt à amendements. négocier, à parler avec Trump dans les prochains jours. Donc, on enregistre dimanche matin. Il n'y a pas eu de trop de mouvements, mais les Européens qui sont en ce moment en Afrique du Sud pour le G20 Ouais. se sont réunis et veulent modifier certains des éléments de ce plan. Il est sûr que s'ils le modifient trop, les Russes risquent de le rejeter. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose qu'on n'a peut-être pas dite au début, mais comme l'a rappelé Marco Rubio dans une entrevue, je crois que c'est samedi, euh, cet accord, il a été négocié entre les Américains et les Russes à- en tenant compte des Des demandes demandes ukrainiennes. ukrainiennes. Et donc, l'Ukraine n'a pas été totalement absente de leurs préoccupations, mais on voit très bien que cet accord, ben, il favorise la Russie. Ah oui. Parce que ce qu'il dit, cet accord, c'est que la Russie a gagné, l'Ukraine a perdu, et voilà le meilleur de ce qui a pu, de ce qu'ils ont pu tirer de la négociation. Oui, parce que, écoute, honnêtement, on voit pas comment il pourrait, c'est plate à dire, mais on voit pas comment il pourrait obtenir davantage, là. Voilà, ça va être, Euh, ah ben, en tu tout cas, sais, ça va tu être très sais, difficile. il y a plus d'indications, tu sais, d'exigence de dénazification du régime ukrainien. Tu sais, il y a des Ouais, élections qui vont être tenues dans 100 jours. Si Zelensky, qui était considéré par Poutine comme un nazi, se présente, remporte les élections, ben, il va rester en poste président, là. ouais. Donc, il Et y a pas plus. certain qu'il se présente compte tenu du scandale financier Non, qui c'est sûr, atteint mais, mais, qui mais atteint c'est son sûr, mais tu sais, entourage. mais on se souviendra, ça a toujours été une demande importante Oui, de la oui, Russie, et puis là, on ne la voit pas dans cet accord-là. Donc, la oui. Russie a fait un pas en arrière, ce qui veut dire que techniquement, théoriquement parlant, il n'y aurait pas d'objection si Zelensky se représentait à nouveau et qu'il était réélu. Il reconnaîtrait comme un président tout à fait légitime, là. Et puis, il arrêterait de le traiter de nazi. Donc, De ça, nazi, oui. bon. Mais tu sais, Zelensky a enregistré une vidéo un peu plus tôt cette semaine où, tu sais, c'était pas, il n'y avait pas l'attitude, la rhétorique là, d'un président dont le pays est en train de gagner la guerre, là. Puis il Ouais, disait essentiellement, écoutez, l'Ukraine fait face un choix très difficile, un choix existentiel, c'est d'accepter un accord de paix humiliant qui vient ouais, entériner
la défaite de l'Ukraine, la perte d'à peu près 20% de son de son territoire, territoire, ou ben, c'est de ou de, continuer, ou de ou de, continuer. ou de perdre l'alliance avec les États-Unis. Tu vois, Oui, c'est il ça. leur disait, soit on accepte ce plan, soit on perd On se coupe définitivement des des États-Unis. États-Unis. Et puis là, Alors, donc, non, non, c'était pas drôle. c'est plus le discours, là, on se bat jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière balle, jusqu'au dernier homme. J'ai l'impression qu'ils commencent lentement mais sûrement à mettre la table à, voilà, la situation à laquelle on est confronté. Voilà, C'est pas, puis techniquement, il y a un choix, mais dans les faits, il n'y a pas vraiment de choix, ça là. va être très dur. Donc, mais ça a repris du temps, mais on comprend aussi la raison pour laquelle il est confronté à ce dilemme-là, hein, Voilà. parce qu'il y a une frange nationaliste en Ukraine qui pourra jamais accepter Mm. la cessation d'une partie du territoire. Et puis, Ça sera aussi son défi. oui. Ben voilà, mon cher. Bon, ben écoutez, ben restez avec nous. On revient dans quelques secondes avec la deuxième partie de notre épisode de la semaine, l'entrevue avec les deux auteurs Corim de la semaine pour parler des tarifs imposés par l'administration Trump. Restez avec nous, on revient dans quelques secondes. Alors, nous sommes de retour pour la deuxième partie de ce podcast et aujourd'hui, comme on le fait pratiquement toutes les semaines, nous avons des invités qui vont nous parler d'un texte qu'ils ont publié sur le site web du Conseil des relations internationales de Montréal. C'est un texte qui peut faire jaser compte tenu de sa thèse. Il porte sur les droits douaniers que Trump impose à ses alliés comme à ses adversaires. Alors, quand on lit la plupart des journaux, lorsqu'on écoute les commentaires des uns et des autres, on a l'impression que Trump s'est tiré une balle dans le pied et que tout ça va mal finir pour l'économie américaine, que ce sont les Américains qui vont en subir de plein fouet les conséquences. Pourtant, il y a deux professeurs d'économie à l'Université du Québec à Montréal qui ne sont pas de cette thèse. Donc, on les présente. Julien Martin et Florian Meineris vont nous expliquer pourquoi ils ne sont pas d'accord avec la thèse ambiante, celle qui occupe l'industrie du commentariat, et ensuite, on leur posera quelques questions. Donc, messieurs, vous avez à peu près 5 minutes pour exposer votre thèse et ensuite on revient en discussion. Je vous donne la parole. Oui, bonjour. Merci beaucoup, tout d'abord, Jean-François et Jocelyn, pour cette invitation. On est heureux d'être là. Ouais, je vais commencer avec la thèse. Donc, notre idée, c'est exactement ce que vous avez dit. Est-ce que effectivement Trump se tire une balle dans le pied en mettant des tarifs de 20, 30, 40, 50%? Et donc, si on écoute la plupart des commentateurs, on disait, ben, ça va pas tenir, c'est pas possible que ça tienne, ça va tenir 2, 3, 4 mois et après, il va devoir revenir en arrière parce que c'est extrêmement mauvais pour l'économie américaine. Et cette idée-là, elle était basée sur deux choses. La première, c'est que le libre-échange, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Et si on évite ça, forcément, on se tire une balle dans le pied. Et la deuxième chose, c'était écouter les arguments qui sont mis en avant par Trump, le président Trump et son administration. Ces arguments sont mauvais, donc nécessairement, ces tarifs douaniers ne vont pas pouvoir durer longtemps. Et donc, la thèse qu'on a dans le texte, c'est qu'effectivement, les arguments qui sont mis en avant sont discutables, ils sont assez fragiles. Mais pour autant, la théorie économique nous dit qu'il peut y avoir des raisons profondes qui font que fixer des tarifs relativement élevés, c'est quelque chose qui peut être euh, valable et tenable à long terme pour une grande économie comme les États-Unis. Donc moi, je vais commencer sur les arguments. C'est quoi les trois grands arguments qui sont mis en avant? Le premier argument, c'est un argument de sécurité nationale. Le deuxième argument, c'est un argument d'emploi. Et le troisième, c'est la politique commerciale. Donc sur la sécurité nationale, clairement, on peut voir que donc on a bien en tête qu'il y a des industries, notamment dans la défense, qu'on veut peut-être protéger pour des histoires de sécurité nationale, de souveraineté, Mhm. etc. Ce qui est clair aussi, c'est que cet argument, il ne peut pas être appliqué à l'ensemble des industries. Et donc, de ce point de vue-là, mettre des tarifs sur tout et n'importe quoi sur la base d'un argument de sécurité nationale, ça ne tient pas. Mhm. Et donc, on voit que ce premier argument est assez fragile.
pas s'il était spécifique à certaines industries, mais quand on l'applique à un grand nombre d'industries. Le deuxième argument, c'est un argument d'emploi. Donc, il y a vraiment cette idée de ramener des emplois manufacturiers aux États-Unis. Là encore, c'est un argument qui est assez fragile pour deux raisons. La première, c'est que bah, on sait quand on met des tarifs, on protège des industries, mais ça se fait au détriment d'autres industries. Donc typiquement, si vous mettez des tarifs sur l'acier, c'est bien pour l'industrie de l'acier, mais c'est pas bien pour les producteurs d'automobiles qui achètent de l'acier. Mhm. Et donc on voit ici. Et par ailleurs, on est dans une économie américaine où le taux de chômage est vraiment très bas. Et donc on a du mal à voir comment est-ce que on peut augmenter encore plus l'emploi. Ouais. Et enfin, le troisième argument, c'est un argument de déséquilibre, donc de balance commerciale. On sait que les États-Unis ont un énorme déficit commercial. Et là encore, quand on regarde ce que dit la théorie économique, elle dit effectivement des tarifs pourraient peut-être éventuellement aider à long terme à régler les déficits. Mais ces tarifs, ils doivent être mis en place de manière très spécifique. Ils doivent être communs à l'ensemble des partenaires commerciaux. Ils ne doivent pas être spécifiques à chaque partenaire commercial. Et donc, clairement, la mise en place des tarifs tels qu'ils sont faits aujourd'hui ne correspond pas à ce que la théorie nous dit de faire pour régler la question des déséquilibres. Donc, on voit que les trois arguments ne fonctionnent pas. Très bien. Florian. Et donc, même si ces trois arguments ne fonctionnent pas, il y en a un qui n'est pas forcément celui qui est mobilisé par l'administration Trump, mais qui, pour le coup, est très clair dans la théorie économique, qui est de dire qu'un grand pays, et c'est un grand pays ici au sens économique, c'est-à-dire c'est Mhm. un pays dont les conditions d'offre et de demande sur les marchés internationaux vont avoir un impact sur les prix internationaux. Et dans beaucoup de secteurs, les États-Unis sont si gros à la fois du point de vue de leur offre de biens et services et de leur demande qu'ils ont cette capacité à pouvoir faire varier la demande et l'offre mondiale suffisamment pour impacter les prix mondiaux. Et donc là, des pays de ce type-là, des grands pays, la théorie nous dit qu'ils peuvent avoir intérêt à mettre en place un tarif différent de zéro, un tarif positif, quoi. Parce que ben, en imposant un tarif sur leurs importations, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont moins demander au reste du monde. Et comme ils vont moins demander au reste du monde, les prix internationaux vont avoir tendance à baisser. Donc quelque part, oui, vous mettez en place un tarif sur les biens qui arrivent aux États-Unis, mais le prix à la frontière va baisser parce que les États-Unis demandent moins. Donc ça, c'est un résultat théorique et qui tient vraiment si eh ben, le grand pays met des tarifs, mais que ses partenaires ne répondent pas. En Mhm. revanche, si ces partenaires répondent en mettant eux-mêmes des tarifs, là, c'est plus exactement le même calcul, quoi. Enfin, parce que Mhm. ben, ce que je gagne moi en mettant des tarifs sur mes importations, je le perds au niveau de mes ventes à l'étranger, puisque mes partenaires imposent des tarifs. Et donc, vous avez tout un tas de travaux qui ont été faits récemment par des économistes basés aux États-Unis pour quantifier un petit peu l'impact potentiel de la politique commerciale de Donald Trump actuellement et voir ce qui pourrait être optimal de faire. Et un certain nombre de ces travaux disent bien que ben, s'il n'y a pas de représailles de la part du reste du monde, effectivement, les États-Unis auraient intérêt à mettre en place un tarif. Pas ceux qui sont mis en place actuellement, Julien l'a déjà évoqué, pas des tarifs différenciés en fonction des pays, en fonction des secteurs, mais un tarif uniforme sur l'ensemble des secteurs, sur l'ensemble des pays. Et vous avez même un article récemment publié qui quantifie ce tarif optimal aux alentours de, ça dépend des estimations des modèles, c'est sensible, mais entre 11 et 19%. Ce Mhm. qui n'est pas inintéressant, c'est que si on regarde les accords qui ont pour le moment été signés par les États-Unis avec les pays européens, par exemple, ou le Japon, au-delà des annonces qui avaient été faites en avril, on est en train d'atterrir quand même vers des accords où on a plus ou moins un 20% Ouais. appliqué sur l'ensemble des biens importés. Et donc c'est là où ce qu'on dit avec Julien, c'est pour que le pari de Donald Trump ne fonctionne pas d'après les travaux académiques, il faudrait que les autres pays ripostent. Or, pour Ben, le moment, c'est pas ce qu'ils font. Ils vont en ordre dispersé chercher des accords où ils acceptent qu'on leur applique des tarifs, ces autres pays, lorsque leurs biens rentrent aux États-Unis, sans riposter en représailles par des tarifs sur les exportations américaines. Et ça, mhm. ben, à moyen terme, ça pourrait finalement conduire à des impacts pas si négatifs et même positifs pour l'économie américaine. Mais alors pourquoi les commentateurs que l'on lit et que l'on écoute se focalisent sur les aspects négatifs des tarifs douaniers et montrent des scénarios qui parfois ont l'air catastrophiques pour l'économie américaine, bien sûr. Ouais, il y a deux choses. D'une part, c'est que les commentateurs, effectivement, ils commentent sur l'économie américaine, mais ils n'oublient pas l'économie canadienne ou l'économie Ouais. européenne. Et donc, clairement, ces tarifs, si, en l'absence de représailles, ils peuvent être
relativement positifs aux États-Unis, ils se font clairement au détriment des partenaires commerciaux. Et donc, une des idées que les gens ont en tête, c'est quand même qu'on est en train on est des partenaires avec les États-Unis, et les États-Unis mettent des tarifs qui jouent très fortement contre nous. Donc, je pense qu'il y a cette idée que tout le monde a derrière, enfin, en tête, c'est que oui, on regarde l'économie américaine, mais aussi on regarde notre propre économie. Et par ailleurs, c'est ce que disait Florian, euh, enfin, en tout cas, moi, au début, j'étais vraiment dans cette idée que il va y avoir des représailles. Et donc, Mhm. on était parti en se disant, bah oui, l'Union européenne, le Japon, le Royaume-Uni, il va y avoir des représailles. Comme, et pour le coup, les seuls qui mettent effectivement en place une forme de représailles et qui tiennent tête aux États-Unis, c'est la Chine. Mais on Ouais. pensait que ce serait bien plus généralisé que ça. Euh, et on sait, comme le dit Florian, que quand il y a des menaces de représailles, à la fin, on arrive avec des tarifs qui sont très bas. Mhm. Mais donc, ces représailles, elles sont théoriques, c'est ce que nous disaient les modèles. Les modèles nous disent normalement, il va y avoir des représailles, mais dans la pratique, il n'y a pas eu de représailles. Et donc, c'est pour ça que nous, on va un peu à contre-courant en disant, mais si on reste dans un monde sans représailles, ce que nous dit la théorie économique, c'est que ces tarifs élevés sont soutenables. Et d'ailleurs, on voit que les accords qui sont signés avec le Royaume-Uni, avec l'Union européenne, avec le Japon, mais aussi avec le Vietnam, etc., c'est des accords avec des tarifs asymétriques où les Américains payent des tarifs très bas en exportant vers ces pays, et ils imposent des tarifs autour de 20% sur les importations qui viennent de ces pays. Mhm. Avant de passer la parole à Jean-François, comment se fait-il que la Chine non seulement résiste, mais gagne? Je pense que là, on arrive certainement à un point sur lequel on reviendra peut-être par la suite, mais il y a un enjeu de taille. Ah La oui, Chine est elle-même un grand pays. oui. Et donc, elle sait qu'elle a des leviers pour pouvoir négocier d'égal à égal à elle seule avec les États-Unis. Et donc, c'est un grand pays, puis la Chine, bah, comme c'est un seul pays, elle est seule à décider. Oui, Donc là, oui. on voit bien que le jeu peut se jouer beaucoup plus facilement que pour d'autres pays qui sont de plus petits pays qui, mis ensemble, seraient suffisamment gros pour pouvoir peser, mais pour lesquels il y a un défi qui est justement de se mettre ensemble et de tomber d'accord sur une Mhm. stratégie coordonnée face aux États-Unis. Jean-François? Mais est-ce que ça aurait pu être le cas de l'Union européenne, où on parle ici de 27 pays qui se coordonnent, qui auraient pu se mettre ensemble? Est-ce que, si ça avait été le cas, est-ce que l'Union européenne aurait pu faire peser aurait pu avoir le même levier ou un levier similaire à la Chine dans d'éventuelles contre-mesures envers les États-Unis? Bah, l'Union européenne aurait pu faire probablement plus que ce qu'elle a fait toute seule. Mais effectivement, donc déjà, l'Union européenne, si vous regardez un peu dans le détail, ce qui s'est passé, c'est que chacun avait ses revendications. Donc, notamment, Mhm. ce qui a joué fortement, c'est que l'Allemagne voulait préserver un accès au marché américain pour les automobiles allemandes. Et donc, il y a eu une forme Mhm. de consensus qui a eu lieu entre pays européens sur quelle est la bonne posture. Mais les Allemands, pour le coup, sont une grosse économie au sein de l'Union européenne, il a fallu soutenir ça. Donc on est arrivé à une situation où l'Union européenne, à la fin, a relativement cédé par rapport aux États-Unis. L'autre chose, et je pense que c'est important ce que disait Florian, c'est que la Chine, ils n'ont pas besoin de se coordonner. L'Union européenne aurait pu faire un peu plus, mais elle aurait quand même eu besoin de se coordonner. Pourquoi? Parce que l'Union européenne, c'est avant tout un accès au marché. Pour les Américains, c'est un gros marché, c'est un gros marché en termes de demande. La Chine, oui, c'est un gros marché, mais ils ont aussi des terres rares, ils ont aussi des biens qui sont Mhm. plus stratégiques, Mhm. et ce qui n'est pas nécessairement le cas ou moins le cas de l'Union européenne. Mais donc l'Union européenne, si elle s'était mise avec des pays qui ont des biens stratégiques pour les Américains, comme le Canada, comme l'Australie, bah là, tout à coup, vous vous retrouvez avec une coalition de pays qui ont à la fois un gros marché pour les produits américains, mais qui détiennent aussi des biens qui sont des biens stratégiques pour l'économie américaine. Et donc là, vous avez tout à coup plusieurs leviers à votre disposition. Et encore une fois, la Chine, elle a déjà tous ces leviers à disposition de par la structure de son économie. Florian? Oui, juste un petit point pour nos auditeurs institutionnels, c'est que dans le cas de l'Union européenne, la compétence en matière de politique commerciale, c'est effectivement une compétence exclusive de l'Union européenne. Donc officiellement, c'est Bruxelles qui Qui négocie, négocie? mais en pratique,
les États, surtout sur des questions aussi épineuses et difficiles que celle de représailles vis-à-vis des États-Unis, se positionnent beaucoup derrière dans l'élaboration des décisions. Donc, c'est bien Ursula von der Leyen qui s'est retrouvée à signer l'accord avec Donald Trump, mais Julien l'évoquait, en coulisses, les chefs d'État allemands, italiens, français, espagnols, hongrois, enfin voilà, se sont beaucoup agités et démenés pour essayer de tirer la couverture Mm. dans un sens ou dans l'autre. Ouais. Ouais, ouais. Puis est-ce que les tarifs que les États-Unis imposent, est-ce que ça ne fait pas poser une menace sur l'emploi aux États-Unis, puis sur la croissance économique aux États-Unis? Si, donc je pense que il faut pas interpréter notre texte comme disant que tout ceci ne serait que verte prairie et que des jours radieux dès demain s'ouvrent pour les États-Unis. Euh, une partie enfin, les mesures qui sont mises en place vont être douloureuses pour une partie de la population, surtout à court et moyen terme. Et donc là-dessus, on a un collègue de l'Université de Toronto, par exemple, qui a essayé de simuler les effets sur l'emploi pour des mesures prises aux États-Unis voilà, sur l'économie américaine. Et il montre bien que à court terme, ça va être difficile. Julien l'évoquait, que les tarifs sur l'acier, c'est vraiment pas, enfin voilà, c'est vraiment pas très bon pour l'industrie automobile. Ça hausse les coûts, et donc là, il y a des secteurs qui risquent de souffrir. Ce qui montre en revanche, c'est que à moyen terme, les effets vont pouvoir se déployer et ce qu'on appelle des réallocations d'emplois se faire entre les secteurs, quoi. Enfin, c'est-à-dire que notamment, c'est un des espoirs un des espoirs, une des volontés de Donald Trump, c'est de ramener au pays des emplois perçus comme étant des emplois de meilleure qualité, donc notamment des emplois manufacturiers. Et donc ça, on s'entend que réinstaller des usines de production ou des établissements de production manufacturiers aux États-Unis, ça va pas se faire en criant ciseaux, ça va prendre un peu de temps, mais c'est possible que ça se passe. Regardez ce qui OK. s'est passé avec Stellantis récemment, Ouais, qui ouais. annonce le repositionnement d'une de ses chaînes de production. Donc voilà, à court terme, des pertes potentielles et la plupart des simulations, c'est ce qu'elles semblent indiquer, mais à moyen terme, des effets positifs qui peuvent, au fur et à mesure que les ajustements se font, apparaître. Par ailleurs, sur la question de l'emploi, je voudrais revenir sur cette notion d'emploi de qualité. Plusieurs travaux ont montré que l'entrée de la Chine dans l'OMC a eu des impacts majeurs sur l'emploi manufacturier aux États-Unis et a accéléré un mouvement de désindustrialisation qui avait déjà été amorcé dans les années 90, mais qui là, quoi, enfin voilà, avec la concurrence des pays, des produits chinois, s'était fortement accéléré. Et si les études montrent que, eh ben, cette disparition d'emplois manufacturiers à l'échelle des États-Unis, elle a été compensée par des créations d'emplois dans d'autres secteurs, en termes de qualité des emplois, en revanche, les emplois qui ont été détruits sont souvent des emplois qui étaient occupés par des personnes qui n'étaient pas nécessairement extrêmement, qui n'avaient pas nécessairement fait de très longues études, mais c'était néanmoins des emplois bien payés et valorisants. Et les emplois qui ont été créés en revanche, pas tous, mais une partie de ces emplois, c'est des emplois peu qualifiés dans des services peu payés. OK. Et donc là, je crois que c'est aussi important d'avoir en tête que les modèles économiques ne le captent peut-être pas forcément toujours très bien, mais du point de vue de l'électeur, la perception en matière d'emploi, des opportunités d'emploi, de la qualité des emplois est probablement importante. Et donc là, on a tout un tas d'études dans d'autres champs que l'économie qui le montrent. Les gens sont attachés à leur emploi, au sens qu'ils donnent à leur emploi, à l'utilité sociale qui y est associée, à la capacité de cet emploi de les faire vivre correctement. Et Donald Trump, en disant pas juste je vais ramener des emplois, mais des emplois de bonne qualité, probablement agit sur une corde là Ouais. importante pour les électeurs et qui rend du coup, même s'il y a des impacts négatifs à court terme, probablement acceptable pour une partie de la population cette situation. Donc, il y a une grande différence entre la réalité des choses et ce que les gens espèrent finalement. Ils espèrent qu'il y aura des emplois de bonne qualité, mais ils ne viendront pas nécessairement tout de suite. Mhm. Exactement, parce que Exact.
Ouais, pardon, Julien, vas-y. Non, non, exactement, mais je pense que ça rejoint cette idée on a un peu oublié. Pendant longtemps, on a dit aux gens, mais regardez, oui, peut-être que le commerce international détruit des emplois ici ou là, mais Mhm. à la fin, vous avez des emplois dans les services, et puis le commerce international, ça vous permet d'acheter plein de biens à des prix relativement bas. Et le discours de Trump est un peu différent. Le discours de Trump, il dit, mais non, mais la consommation, c'est peut-être quelque chose d'important, mais le travail, c'est quelque chose d'encore plus Ouais. important. Et ça parle à une partie des gens. Et leur dire, C'est psychologique, quoi. exactement, leur dire, ouais, c'est psychologique, mais c'est aussi parce que tous nos modèles économiques et tous les gains qu'on pense au commerce c'est majoritairement des gains qui ont trait à, à l'accessibilité à des nouveaux produits, au fait qu'on va payer ces Mhm. produits moins chers, etc. Euh, et donc, ce qu'on a peut-être un petit peu oublié, c'est que oui, et donc à chaque fois, on perd un peu d'emploi, mais on gagne beaucoup de consommation. Et au net, on gagne parce qu'on est avant tout des consommateurs et qu'on est content et donc on est un peu schizophrène, parce qu'on est à la fois des travailleurs et des consommateurs, mais on met plus de poids sur la consommation que sur le travail dans la plupart de ces modèles. En fait, ce que dit Trump, en tout cas dans son discours, il y a cette idée que le travail, en fait, il y a peut-être plus de poids à mettre sur le travail et les gens sont sensibles à ça. Et d'ailleurs, dans ses discours, il dit bah, peut-être que ça va être un petit peu difficile au début, peut-être que vous allez payer les choses un peu plus cher, mais à terme, vous allez avoir des meilleurs emplois. Et Mhm. les gens enfin, on va voir, on verra aux élections de mi-mandat, mais c'est possible que les gens soient plus sensibles que ce qu'on ne pense à cet argument. Mhm. Jean-François? Oui, ben, on en a glissé un petit mot tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une riposte internationale qui existe contre les tarifs imposés par Trump, mais comment est-ce que ça pourrait se manifester concrètement? Ben, ouais, non, vas-y, Flo. La riposte internationale, elle existe oui et non, quoi. Enfin, et c'est justement pour ça que je crois on a écrit ce texte de cette manière. C'est de dire la riposte internationale, elle est dispersée et elle est, on le pense, pas suffisamment forte. Voilà. Donc, pas suffisamment forte, encore une fois, hein, je le répète, mais parce que il est possible, les modèles nous disent qu'il est possible qu'il y ait des gains, important, surtout si on ne riposte pas, et en plus, pour d'autres raisons, mais ce qu'on a évoqué sur le travail, que les coûts à court terme subis par l'économie américaine soient acceptables par la population, et que donc l'idée que la population américaine à un moment va se réveiller et va de toute façon protester, et quelque part de l'intérieur faire bouger les choses, ben c'est peut-être pas si évident. Et que donc, Ouais. si on attendait à ce que de l'intérieur ou de l'extérieur, en tout cas dans les quelques mois qui viennent, la situation se résorbe, eh ben, il y a en tout cas tout un tas d'arguments économiques qui invitent à peut-être plus de prudence. Et du coup, à accepter de payer les coûts à la coordination. Parce que je crois que on n'est pas naïf non plus avec Julien. On comprend bien que c'est compliqué pour le Canada, le Japon, les pays européens de s'entendre parce que on n'a pas tous les mêmes intérêts, parce que on représente pas tous les mêmes secteurs, parce que on n'a pas tous les mêmes enjeux non plus. Enfin, je veux dire, le Canada, le Mexique sont extrêmement dépendants de l'économie américaine. Les Européens et le Japon le sont beaucoup moins. Donc tout ça, ça fait que c'est difficile. Et c'est des modèles, enfin, que c'est des choses que des modèles de théorie des jeux en économie expliquent bien. On aurait intérêt à collaborer, mais si je pense que les autres vont effectivement, eux, collaborer, moi, je peux avoir intérêt en réalité à jouer une partition un peu différente, quoi. Enfin, donc Mhm. si je me dis, tiens, tous les partenaires vont riposter, si moi, j'allais voir quand même les États-Unis en lui disant, hey, Mhm. les autres ripostent, mais moi, tu peux discuter avec moi et négocier des conditions plus favorables, eh bien, je vais réussir à tirer tout seul mon épingle du jeu. Et si tout le monde fait ce même raisonnement, ben, on aboutit à ce qui se passe, Mhm. c'est-à-dire que chacun fait des concessions dans son coin. Mhm. Donc là, Julien l'évoquait un peu, mais oui, il y a des coûts, mais peut-être que ça vaut la peine. Quoi. Enfin, de les Ouais. supporter ces coûts, de passer du temps à des sommets un peu voilà, à haut niveau, où le Canada dirait, moi, mes terres rares, je les mets sur la table et je suis prêt à actionner ce levier si vous, les Européens, qui représentez un immense marché, que vous acceptez de mettre en place des tarifs importants sur les produits américains, etc., etc. Mhm. Euh, il y aurait de la place pour ça, mais c'est sûr que voilà, On ça prend du temps et de la diplomatie. Mhm. on a l'impression que Trump joue toujours la stratégie du chaos.
par rapport à ses alliés ou à ses adversaires finalement. Il les prend individuellement et ceux-ci sont incapables de résister ou de constituer un front commun. On l'a vu avec l'OTAN où il impose 5% d'augmentation, 5% du PNB sur les dépenses militaires. On le voit avec les tarifs douaniers. Est-ce que ça vous inspire, ça, la stratégie du chaos chez Donald Trump? Ouais, donc dans stratégie du chaos, ouais, il faut faire juste attention à une chose. Donc il est complètement, donc Trump est imprévisible, Ouais, erratique, agressif, colérique, tout ce qu'on veut. Et quand on parle de stratégie du chaos, je pense qu'on parle aussi de ça. Mais il faut pas oublier que derrière ces comportements-là, il y a des gens qui réfléchissent ouais, et il y a des stratégies qui sont quand même assez fondées. ouais. Théoriquement. Donc, il y a des gens derrière qui ont des théories et si le comportement peut paraître complètement erratique, il y a quand même une certaine articulation derrière. Et donc, donc je suis d'accord qu'il y a du chaos, mais faut pas penser qu'il n'y a pas il y a pas de raisonnement, en tout Mm. cas, pas forcément par le président Trump lui-même, mais Ouais, par une partie de ses conseillers, il y a un raisonnement derrière. Maintenant, stratégie du chaos, je pense que c'est exactement ce que vous disiez. Il pousse chaque pays à négocier de manière individuelle, de manière ouais, bilatérale. Et donc, ça rejoint ce que disait Florian, c'est-à-dire qu'il a une stratégie qui, et je pense que lui, c'est ce qu'il préfère. Il veut négocier en bilatéral avec tout le monde. ouais. Euh, et de par la taille des États-Unis, effectivement, Mm. les États-Unis ont intérêt à négocier en bilatéral avec tout le monde. Il Et écrase. C'est il est, diviser pour mieux imposer. Exactement. Et Exactement. donc, on le voit, vous avez cité plusieurs exemples, on le voit aussi sur la taxation des multinationales. Vous savez qu'il y avait eu un accord avec 140 pays qui s'étaient mis C'est d'accord sur la vrai. taxation minimale des multinationales. Et là, il est en train, de manière unilatérale, de dire, bah oui, mais, faites l'accord, c'est génial, mais par contre, les entreprises américaines, elles sont plus sujettes à cette imposition de 15% des multinationales. Euh, et, et encore une fois, il y a deux possibilités par rapport à ça. L'une, c'est de dire, ah oui, donc il se retire, donc je vais aller négocier avec les États-Unis en bilatéral, et moi je vais peut-être taxer un petit peu, je vais réussir à taxer un peu Google, et puis on va faire un compromis, on va faire un échange, et chaque pays va faire comme ça. Mais si chaque pays va individuellement, clairement, il ne va pas y avoir les résultats escomptés. Et donc, pour sortir de ce chaos-là, ça reprend l'argument de Florian, c'est l'argument du texte qu'on avait publié pour le Corim, c'est qu'il y a besoin de coordination. Euh, Mhm. et ça, c'est sur tous les plans, sur les plans économiques, mais j'imagine que sur les plans de défense que vous connaissez mieux, c'est à peu près la même chose. S'il n'y a pas de Tout à fait. coordination face à l'ogre américain, on ne va pas y arriver. Ben, c'est la peur aussi, la peur de rompre le lien transatlantique, la peur de ne plus avoir le parapluie militaire ou nucléaire américain sur l'Europe. On le voit bien, les pays d'Europe de l'Est ne sont pas solidaires des pays d'Europe de l'Ouest lorsque ceux-ci veulent faire un front commun. Donc, Trump joue là-dessus et puis je dirais même que ça a toujours été la stratégie des Américains depuis la chute du mur de Berlin, de toute façon. Alors, mais bon, C'est juste que là, il est plus explicite qu'auparavant. oui, oui, c'est vraiment, on dirait un parrain qui récolte l'argent de son système de protection. Écoutez, messieurs, c'est tout le temps que nous avons. Alors, merci pour cette entrevue. C'était vraiment très, très intéressant, Jean-François. Oui, merci beaucoup. Ça a été très intéressant. Puis, ben, écoutez, chers auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Puis, ça va nous faire plaisir de vous revoir la semaine prochaine à la même heure pour un 14e épisode de la deuxième saison du balado L'État du monde. Alors, sur ça, bonne semaine à toutes et à tous. Au revoir. Merci Bonne beaucoup, au revoir. Au semaine. revoir et Au merci. revoir.